Épisode 11. Suite aux commentaires de Nouy sur la vie possiblement ennuyeuse sur Méridan, Quentin et Dame Éloine sourient, constatant que la vibration porteuse de ces mots n'est pas cynique, et elle répond à cela. Sur Méridan, Nouy, chacun bénéficie de tout ce dont il a besoin, mais la notion de bien n'a plus du tout la même portée que sur Opalie. Oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont... Tout ce que tu peux avancer comme explication pour justifier l'incapacité de travailler ne tient plus, car ce sont des travers de l'existence nés du mammonisme. Chacun des réfugiés, malades ou handicapés, est remis sur pied dans un curatium. Il y a des opportunités d'œuvrer dans des domaines dont tu ne pourrais même pas rêver sur Opalie, parce que chercher un boulot qu'on aime vraiment est aisé quand l'univers tout entier est à ta portée. C'est le point essentiel, Noué. Ce sont des sociétés modèles qui n'ont jamais eu leur équivalent sur Opalie. Jamais, d'où ton scepticisme. Ouais, mais si quelqu'un veut une Rolls-Royce, réplique Noué, sachant que ça provoque le trahi. Quentin s'en mêle. Ah, Noué, arrête ça. Enrubanner de la tôle et des boulons dans un écrin fabriqué pour une élite n'est pas un triomphe de la technologie, mais celui du standing social, rétorque Damilwan. La plus petite viatrice transparente que tu utilises ici vaut 10 000 fois ce ramassis de pièces aussi merveilleuses soit-elle, dit-elle en roulant des yeux. Et tu le sais, Nouy. Écoute, spécifie Quentin. Sur Méridan, c'est comme ici. Et elle a raison. Tu veux te déplacer? Sur appel cogitradé, une viatrice sort du sol, se matérialise, tu montes à bord, tu donnes ta destination et elle sera là pour ton retour. C'est confortable, rapide, sécuritaire, au-delà des mots, mais c'est vrai, dit-il en levant les mains. Personne ne va se retourner pour se demander qui est ce beau cocotier des îles dans sa Rolls. C'est ce que tu aimerais, Louis? Vraiment? Noé, désolé de capter et d'éventer cette pensée, mais ça te manquerait vraiment de ne plus te pavaner avec ta Mercedes Sandbœuf sur Sainte-Catherine? Sérieux? Il n'a pas le temps de répondre en bégayant que Dame Éloine s'en mêle. Noé, voiture de luxe, château, pierres précieuses, tout cela n'est qu'un étalage des aspects les plus primitifs de la nature humaine sur Opalie. Tout cela, dans son ensemble, n'est rien d'autre que le mode de séduction des animaux, tel le paon qui ouvre sa queue nouée. Toujours très discrète, mais intervenant lorsque nécessaire, Lady Shan perce Nouy de sa féline attention. C'est impensable, séparable pour nous, l'excentricité tapageuse et du domaine se situant tout juste entre le faunus et le mensis, l'animal et les siens. Nous privilégions l'élégance, cela dit, car elle exprime ce que nous sommes. Mais les fioritures, non. Pour vous, les opaliens, oui, encore, pour sans doute très longtemps. Mais cela finira bien par s'étioler. C'est alors que Noué réalise que sur Létis, personne ne porte le moindre bijou, pas même une montre. Shan se lève avec une grâce qui laisse Noué pantois et s'approche de lui. La monarchie, l'aristocratie, même la bourgeoisie et ses grands luxes afférents n'existent plus depuis des centaines de milliers d'années sur nos mondes, parce que la conséquence de leur existence déséquilibre le bassin de ressources disponibles. Les ressources opaliennes ne parviendraient jamais à soutenir l'opulence des forts bien nantis si du jour au lendemain, 8 milliards d'individus devaient atteindre leur niveau. Or, pour les Mériens, tous doivent avoir accès à tout au même niveau. Tout pour les plus forts, rien pour les plus faibles, comme si la vie n'était qu'une colossale compétition et le piège qu'a tendu Bellarion. Des mondes pourtant humanisés se comportent comme leurs ancêtres animaux. Ce que veut démontrer Bellarion, son influence séditieuse est derrière ce non-sens qui est votre mode de vie. C'est un pathétique gâchis, mais je reconnais que nous en sommes en grande partie responsables, répète Chan. Grande partie responsable, de le savoir il importe. Opalie Major dans son histoire, en raison de l'influence de Bellarion, de véritable paix globale, d'apaisement, de véritable justice sociale, n'a jamais connu, et qu'une misérable expérience fondamentalement ratée
n'aura toujours été. Oui, que nos modifications génétiques en soient aussi responsables, de le savoir, il importe. Oui, je sais, fait Nouï, sans quoi vous laisseriez la nature suivre son cours. C'est parce que vous êtes lié à notre passé que vous intervenez. La structure d'acquisition de l'argent sur Opalie Major, précise Joriel, constitue le piège parfait de Bellarion. Il a conçu des mécanismes simples mais terrifiants. Acquérir la richesse matérielle est exclusivement conçu pour les plus habiles, les plus intelligents, mais surtout les plus dénués de sens commun, d'empathie et de compassion. Il existe une sorte de règne chez ces êtres à l'effet que toute considération envers les autres est un handicap aggravant si on veut demeurer au sein de cette communauté. Donc, une preuve de faiblesse. C'est le principe même de Shimzen. Ils sont les renards sanguinaires capables de massacrer toutes les poules d'un abri sans en manger une seule. Nous sommes guidés par ce même instinct, vous dites? Les humains de nombreux mondes, dont Opalie, en ont la potentialité surnoue, lui répond Lady Shan. Bellarion connaît les êtres scients jusque dans la moindre de leurs molécules, et il a créé le mammonisme sur mesure avec une précision démoniaque et diabolique en somme, conclut Nouï. Ces termes opaliens s'appliquent effectivement à ses intentions. Prouver que l'humain ne mérite aucunement d'être l'avatar d'un esprit, quelle que soit son origine. Voilà sa seule et unique raison d'exister. Et comme la pauvreté engendre la colère, la violence, le crime, soutient Nouï. La colère, la violence, le crime, juste et vrai, mais sa propre dépendance, la richesse crée aussi. Pour ne rien perdre, tout faire, générant encore plus conséquent des comportements déviants, sophistiqués et souvent meurtriers, rapporte Dame Philès. Ouais, j'entends bien. Le crime organisé, des fraudes massives, la corruption dans presque tous les mécanismes du pouvoir, de la petite mairie de banlieue aux plus grandes nations, marmonne Louis. C'est inévitable, répond Joriel. Bellarion savait que ce déséquilibre causerait la chute de l'humain. Voyez, tira-t-il avec fierté aux archontes, vos créatures faméliques se vautrent dans la richesse, laissant les leurs croupir dans la fange, et vous attendez d'eux qu'ils deviennent de véritables dieux. Sur Méridan, il y aura donc que des êtres humains ou aussi moins humains que d'autres, demande Nouï. Vous n'avez pas oublié Amienne, lui dit Lady Shan. Il y sera très à l'aise, les profondeurs des eaux sur Méridan étant idéales pour son environnement. Il est l'oratoresse de son monde. Il ne vient nous voir qu'en visite. Ses enfants sont trop jeunes pour demeurer hors de l'eau si longtemps. Oui, j'ai un week-end à 700 mètres sous l'eau de prévu avec Amienne et sa famille. J'avais oublié, dit-il avec un sourire. Quentin lui dit alors, Justine, Dame Éloine et moi avons vécu 1 an sur Méridan. Tu sais ce que j'ai écrit dans mon journal le premier jour? Voici. À force de vivre dans la nuit des millénaires durant, on se demande si la puissante lumière du jour ne sera pas d'une ennuyeuse béatitude sans intérêt. J'ai écrit ça, mais je te jure que je m'inquiétais pour rien. Sur Méridan, le bonheur est permanent parce que naturel et spontané. Ce n'est pas un bonheur d'occasion qui s'expose de temps à autre. Ce bonheur ne brûle pas. C'est une délicieuse chaleur qui enchante et grise, à la fois intense et langoureuse. Bellarion a trafiqué le bonheur en le déguisant en plaisir superficiel. Les opaliens ne font plus la différence. Et cela se traduit par quoi dans les faits, ce bonheur permanent, insiste Nouï, plus sérieusement, bien que si moins narquois, encore sceptique. Connaissant ton goût pour les belles choses dont la plupart sont hors de prix, lui répond Quentin, il n'y a rien à vendre, donc rien à acheter, et dès lors, rien à voler non plus. Tu as toujours cette édition du Comte de Monte Cristo qu'on t'a remis? Évidemment, j'achève la lecture du premier des 3 livres. Solange se charge de faire livrer les 2 autres. Tu as payé combien pour ces bouquins? Je demande ça parce que les originaux chez Feu Follet à Paris, c'est 6 800 euros. Ouf! Non, je n'aurais pas payé ce montant. Eh bien, sache, Nouï, que ce sont d'authentiques ouvrages,
avec exactement les mêmes qualités que les originaux, mais dont la fabrication par le commandium n'a pas requis plus d'éleuthérium que pour fabriquer 3 livres très ordinaires à 75 €. Oui, les commandiums mériens ne viennent pas de chez Darty ou de chez Rona. C'est une merveille de technologie qui a des centaines de milliers d'années de refonte, d'amélioration, de reconfiguration. Déjà ceux de Méridan 27 sont de la toute dernière génération. Tu pourras accrocher une Joconde tout à fait parfaite sur ton mur. Personne ne te la volera parce que tout le monde pourra en avoir une. Oui, 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 je pense avoir saisi, mais quand même, je n'arrive pas à concevoir un monde à ce point si différent du nôtre. Et si je n'y arrive pas, Quentin, comment vais-je le convoyer comme concept dans l'esprit des gens? Quentin, bon sang, pour un opalien conditionné depuis des millénaires à ce mode de vie, je vais lui promettre un monde sans conflit de travail, sans grève, sans manifestation, où personne n'est lésé dans ses droits, personne n'est victime de l'autre, toute l'existence de chacun est destinée à l'accomplissement de ce qu'il aime faire avec une passion ardente. Oui, c'est en plein ça, insiste Quentin, et prendre jalousement soin et de soi, des siens et des autres. Je te l'ai dit, Nouy, insiste Quentin. Je pense sincèrement que Justine est la femme la plus difficile à contenter dans tout Télis et possiblement même Célamane. Moi, je dirais Nédeb. Je suis sa fille, je te rappelle, lui envoie Dame Éloine, réagissant comme Tessia pour quelques secondes. Oui, sans doute, acquiesce Nouy. Sans doute, Justine là-bas, elle est comme une enfant dans un magasin de poupées, soutient Quentin. Elle n'est même pas venue nous visiter sur Létis. Elle m'a même dit, pas envie de la jouer Star Trek, moi ici, je suis la plus heureuse des poissonnettes dans le plus beau des bocaux. Toi, viens me voir avec la chouquette spatiale. Tu commences à comprendre, j'espère, ou je dois recommencer? Bon, autre point que je dois comprendre. L'éleuthérium est fabriqué dans la 4e dimension, mais où se trouve-t-il ici même, sur Létis? La coque, autant intérieure qu'extérieure de Létis, a plusieurs mètres d'épaisseur répartis sur l'entièreté de sa surface de 5 km par 1 km et de haut et de large. Oui, ça, je sais, répond Nouy. Certaines parois, que je pourrais qualifier d'industrielles, dans les ponts inférieurs, peuvent aller jusqu'à 10 mètres d'épaisseur. Tout cela, c'est de l'éleuthérium pur, et il est constamment renouvelé grâce aux ingénieurs du pont 4 d'études scientifiques et département du traitement de l'éleuthérium. Sur Méridan, c'est encore plus incroyable. Les sols sont étrifiés sur des kilomètres de profondeur. J'entends. Alors ici, il est renouvelé comment? Demande Nouy. Nous recevons l'éleuthérium directement par l'intermédiaire de portails interdimensionnels qui s'ouvrent à proximité du pont 4. C'est le seul temps où Létis s'immobilise complètement dans l'espace. Et on fait le plein comme à la station d'essence? Toi et tes analogies. Mais c'est un peu ça. En une seule nuit, on ramène la quantité accessible à 99,9%. On ne le fait qu'une fois au cours d'une année opalienne, et ce, qu'importe où nous nous trouvons dans Nédeb. On a fait le plein, comme tu dis, il y a déjà plusieurs mois de cela. Un producteur corrompu qui voudrait nous fourguer du faux éleuthérium, impossible, car personne de la Tridie ne saurait fabriquer de l'éleuthérium vrai ou faux. Mais jouons le jeu. Alors, dans ce cas de figure, tu oublies ce qu'un Orbis peut faire par l'exoclarius. Ah, c'est ça, il va repérer le mec fraudeur à 100 000 km d'ici, je suppose. Non, pas vraiment, mais à des centaines de kilomètres. Mais nous sommes à travailler sur une station Norbis gigantesque, Atlas Méridani. Elle ne mettra que quelques secondes à repérer les débuts de la manifestation d'une idée visant à produire du faux éleuthérium à peu près n'importe où dans Nédeb. Elle va gérer l'ensemble du protocole de Méridan et des légatoriums de tous les 700 mondes de type Méridan. Elle sera comme un gigantesque Norbis destiné à sonder tout Nédeb. C'est fou. Les futurs commandeurs et membres d'équipage de ce planétoïde sont en formation depuis plus d'1 an terrestre maintenant, dont certains ici sur le pont 3 d'entraînement. C'est dément.
J'ai vu les plans et une maquette holographique. Le commandium à lui seul est 5000 fois plus performant que ceux existants sur Létis. Tu imagines? D'accord? Alors, il se passerait quoi une fois qu'Atlas Big Brother a capté cette intention? Toi, ton cynisme. Comme l'intention Shimzen de frauder un vaisseau mérien serait exposée, les auteurs auraient la visite nocturne d'incidaires Nox ou Apélixiens qui n'exatéreraient tout ce qui serait en phase de construction. Le temps de prendre un café, et ce, ni vu ni connu. Et le Léthérium, c'est quoi? C'est gratuit ou en échange de quoi? Cher, trop cher, pas cher, gratuit sont des termes inexistants. Oui, la seule mesure qui existe est le besoin. Tout le monde effectue une tâche simple ou complexe qui contribue à l'évolution de chacun. Chacun a ce dont il a besoin pour vivre une vie extraordinaire, cela dit. Mais la notion de luxe n'existe pas. C'est un concept opalien destiné à favoriser le consumérisme excessif, comme payer 55 millions de dollars pour une Graph Diamonds Hallucination. Je sais pas, c'est une foutue montre, oui, une montre. Bon, et si je veux bosser dans l'espace? Oui, bien sûr. Quand on aura terminé notre boulot, mon ami Gretz, un terrier d'à peine 1 mètre, qui vit sur le pont d'envol, est pilote de transport intermonde et fait ça avec son Viatrex de 300 mètres de long. Son Orbis lui tient compagnie. Ah oui, un routier de l'espace. J'ai déjà fait une entrevue avec un opalien qui fait ça sur les routes. Axel Jones, avec une barbe jaune qui n'en finit plus. Alors oui, ton Gretz est un routier de l'espace, des solitaires contemplatifs. J'imagine que toujours des étoiles et que ça finit par être ce qu'ils appellent le syndrome de l'autoroute. Il a déjà emmené ses compagnes, mais elles préfèrent demeurer sur Méridan avec leurs autres compagnons. Drinidja, l'une d'elles, coordonne des activités dans un centre d'importation de textiles. Elle avait commencé ça ici, sur les ponts d'Habitat. C'est la grande copine de Justine. Il faut les voir, ces deux-là, quand elles tombent sur un tissu hyper rare. Leurs cris de jubilation s'entendent dans tout Salaman. C'est tout juste si les Apélixiens ne se plaignent pas du bruit. Ouais, plusieurs femmes et plusieurs maris. C'est pas la première fois que j'entends ça ici. Oh oui, ce n'est même pas un sujet de discussion. La polygamie, la polyandrie, l'autogamie sont autant répandues que la monogamie. Mais tu auras le choix. La liberté de choix absolu de l'autre est la seule exigence. Je vois. Pour revenir à l'éleuthérium, s'il peut tout fabriquer, pourquoi importer quoi que ce soit? On m'a dit que le pont d'envol était aussi un immense entrepôt de trucs provenant de partout. Ta question, répond Quentin, vaut aussi pour la nourriture, les plantes, les fleurs et certains arbres qu'on retrouve sur nos ponts agroalimentaires de culture et d'élevage. Plusieurs cultures ethniques qui aboutissent sur Méridan, comme certaines ici sur Létis, sont très portées sur leur tradition créative et artistique. Elles renoncent à plein de choses, mais pas à ça. Les Dévasiens sont de petits êtres, pas plus grands que ça, à peine 30 centimètres. Ils sont des centaines à bord. Tu ne les as pas vus encore. Ils sont tous sur le pont 5, sur 5 kilomètres de long, et cultivent des millions de plantes pas possibles. Ce sont les meilleurs jardiniers de l'univers. Ils sont des milliers sur Méridan. Je dis ça, une plante, tu la plantes, tu l'arroses, c'est fini, non? Lady Shan éclate de rire. Une première, semble-t-il. Elle lui répond. Les humains, pas qu'eux, adorent se définir par l'art, dont surtout le chant et la danse, le sport, notamment votre baseball, la cuisine, l'élevage ou la production d'objets qu'ils fabriquent eux-mêmes et par l'hybridation d'espèces végétales. Ils le font par pur besoin d'être créatifs. Nous aussi, les alphibus, adorons cela. C'est quasi universel. Ces activités, dans le fond, sont des excroissances de l'intelligence. On ne veut pas laisser les machines tout faire. Quant aux Dévasiens, à ceux-là, ils cogitradent avec les plantes qui transmettent leurs besoins à long ou à court terme. Cet échange fait en sorte que la qualité de cette flore dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer.
Il y a peu, on m'a fait parvenir des Suluus orangés, une variété d'orchidées dont la fleur de 3 mètres de long orne ma casa vitex. De temps à autre, un dévasien vient fouiner pour s'assurer qu'elle est heureuse chez moi. Et elle l'est. Dans le cas contraire, il m'enseignerait comment l'aider dans sa croissance. Pour ta gouverne, les dévasiens ressemblent à de petits cochonnets roses, avec de très beaux yeux jaunes. Ils sont bipèdes, ils sont toujours nus et sentent la terre humide après l'orage. Ce qui te paraîtra déconcertant est leur manie de s'accoupler 4 ou 5 fois par jour, qu'importe où ils sont et qui est autour. Mais c'est très rapide, cela dit. On s'y habitue. Ils vont sur Opalie, mais demeurent invisibles, toutefois. Tentant de chasser ces images de sa tête, Nui change de sujet. Il n'y a pas de pirates de l'espace, comme chez nous, dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Joriel répond à cela. L'espace est infesté de pirates, mais ils proviennent de mondes dont la technologie spatiale est très archaïque. Ils ne connaissent pas l'électrification ni le cogitradisme. Leurs manœuvres d'intimidation coupent court face à un navire étrifié. Et dès qu'ils s'en rendent compte, ils fuient sans demander leur reste. Et dans certains cas extrêmes, ils seront mis aux arrêts s'ils se montrent agressifs et violents. Oui, ces pirates sont peut-être inoffensifs pour les Mériens, mais s'ils veulent s'en prendre à Opalie, cela s'est déjà produit, répond Joriel. Mais Opalie Major est protégé en raison de son isolement et son incapacité de se défendre. Le piratage est excessivement rare. Un peu dans votre lointain passé, mais plus maintenant. Nui s'agite sur son siège. Joriel, pardonnez mon scepticisme, mais vous dites que personne ne râle sur Méridan. Ça porte des noms chez nous, ça. Conte de fées, Utopie, La La Land, Shangri-La pour les nuls, etc. Herbert George Wells, dans La machine à remonter le temps sur les Éloïs, dit que l'intelligence s'étiole quand il n'y a plus de changement, ni besoin de changement. Autrement dit, devenir trop heureux rend un peu débile, quoi. Sir Wells avait raison. L'absence de défis stimulants est effectivement malsaine, répond Joriel. Lorsque ces défis sont causés par les crises et les dangers, ils stimulent. Mais sur nos mondes, c'est différent. Nos défis ne prennent pas racine dans le danger ou la précarité, mais dans la diversité. Cet univers que vous allez découvrir sur Nui est incommensurable. Sur Opalie, vous êtes à étudier les aspects d'un grain de sable, alors que nous parlons ici de milliers de plages. Analogie oblige, bien sûr. Là, lui dit Solange, il se pète à tronche. Nui éclate de rire. J'adore les analogies, pas vous? Ça rend les choses limpides. Il vous faudrait des centaines de millénaires et plus encore avant de vous en lasser de cet univers. Vous ne serez pas sur une île déserte avec que des cocotiers pour vous distraire, cela dit, sans vouloir vous offenser. Quentin ricane. Oui, Nui, tous les arts imaginables existent sur Méridan. Je ne vais pas commencer à tous les nommer, l'opéra, le théâtre, le cinéma holo. Tu te souviens du réalisme, de la scène, du mur de Berlin? L'architecture, la sculpture, la danse, la musique, le chant, la peinture et même le simple artisanat sont à leur sommet et on y présente de grands spectacles absolument remarquables. Mais aussi des petits, des présentations qui rappellent l'ambiance d'autrefois à Montmartre ou dans ton vieux Montréal ou même à Papeete. La pratique de sport de toutes les cultures possibles existe aussi. Du simple vélo, et quel vélo, à la glisse et la grimpe sous toutes les formes d'escalade, mais il y a aussi des sports d'équipe, mais sans le supporterisme accablant qu'on voit chez nous. Alors on retrouve donc, oui, du baseball, du tennis, le polo et des variantes de tous ces sports, mais aussi le Sisyphus, qui consiste à jouer contre des astéroïdes. Ah là, tu me fais flipper, là. Jouer contre des astéroïdes, c'est un jeu vidéo? Oh que non! À bord de petits navires à 2 places, cela fait partie de la formation des pilotes, mais ils en font un sport pour tous. C'est très énervant. Justine adore, mais je ne veux plus jouer
avec elle. Elle pousse des cris qui me rendent dingue, même mon orbis me le fait remarquer. Le supporterisme prend souvent des allures de frénésie animale sur Opalie, ce qui devient un mode compensatoire pour la vie sans relief qu'il mène, lui dit Lady Sean. Un opalien qui se mésestime parce qu'il n'est ni beau, ni riche, ni connu, ni habile, et vit dans un monde de compétition compense avec ce qu'il peut. Vivre dans un tel monde crée cela. Quand vous serez sur Méridan, vous n'aurez aucune envie de prendre du temps pour le perdre. Vous ne chercherez pas une alternative par procuration pour être heureux. Ces comportements excessifs s'éteignent d'eux-mêmes. Complète Joriel. Les promoteurs de l'idée d'opposer des individus s'affrontant physiquement, violemment, se retrouveraient sans joueurs ni public. Donc on oublie les 40 heures de combats martiaux, pas de football américain, pas de paris sportifs, pas de crime, pas de policiers, pas de cour de justice, pas d'avocats, pas de fraudeurs, pas de menteurs compulsifs, de fous furieux et de malades qui courent les rues. Que ça déjà, je l'admets, ce serait un véritable paradis, termine Noé. Lady Sean lui répond. Certains sports qui s'assimilent à cela existent, mais sans interaction violente simiesque entre les joueurs. D'ailleurs, sur Opalie, ce que vous appelez le foot n'est pas violent. Ouais, non, c'est pas sur le terrain la violence, c'est dans les estrades et à la sortie. Comprenez et intégrez en vous que vivre immergé dans un monde où le faux fuyant est impossible, où le mensonge est impossible, sous toutes ses formes, élimine toute tentative de commettre une infraction, sans parler de l'exoclarius. Mais pensez-y, même vos stratégies de jeu seraient connues de vos adversaires, renchérit Lady Sean. Oula, oui, le batteur devine le type de balle que le lanceur a en tête. Oui, oui, oui. C'est vrai que sur Méridan, les opaliens vont cogitrader. L'éleuthérium injecté massivement fait cela en effet, car c'était inné autrefois chez les humains d'Opalie, avant Bellarion. Alors cela revient facilement. Vous-même en êtes un exemple vivant, lui dit Lady Sean. Parlant de dissimulation et de corruption, les dirigeants sont élus? Joriel intervient. Le cogitradisme commande une procédure plus spontanée. Ainsi, la gouvernance de Méridan est assurée par des Mériens et d'autres ethnies en polyarchie. Et bientôt, une fois le protocole de Méridan en marche, des Opaliens seront choisis à leur tour. Oui, on ne va pas y passer la nuit, répond Daméloine. Retiens que le décalage entre Opalie et Méridan, à tous les niveaux, du plus simple échange cordial entre deux personnes aux décisions de groupe les plus complexes, est colossal. Mais je reconnais qu'il doit se vivre pour être assimilé et compris. Ouais, ouais. Quand je suis arrivé ici, répond Noui, j'ai pesté contre le cogitradisme. Je me sentais épié. Je me disais que je n'arriverais jamais à vivre ainsi. Ça va beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux. Mais je me demande comment je vais réussir à vendre le cogitradisme. Comprends bien, Noui, soutient Quentin, qu'éventuellement le cogitradisme va dans les deux sens au départ. Tu ne peux plus te cacher, mais personne d'autre non plus. Dans ton entraînement, on t'a appris à cesser de penser, mais dans les faits, ça ne dure pas très longtemps. L'échange de pensée est ultra rapide et intense, et tu vas t'y habituer. Oui, je sais, ça modifie entièrement les rapports, à la fois personnels et sociaux, et quand je dis entièrement, c'est pas une figure de style, Quentin. Ça vient même d'éliminer la partisanerie politique, tu te rends compte? Ça vient d'éliminer mes soirées de drague dans le vieux Montréal. C'est l'évidence même, répond de nouveau Quentin. Comment veux-tu que des débats politiques, voire juridiques ou autres, existent si le mensonge, la dissimulation et l'hypocrisie sont hors jeu? Ouais, alors je comprends mieux pourquoi certains vont s'auto-exclure d'un exil sur Méridan si toute leur vie ils n'ont vécu que du mensonge, de la dissimulation, pour prendre le pouvoir et accumuler des richesses en s'en emparant. Il ne tiendrait pas 10 minutes, Noui. Ayant beaucoup à intégrer, Noui se prélasse sur une plage ensoleillée sur le pont 10 de Létis.
une reproduction quasi parfaite de la plage de Temae sur l'île voisine de Tahiti, la splendide Moorea, son monde. C'est alors qu'il voit Atlan et Maxime Granger qui viennent le rejoindre en marchant dans l'eau. Déjà, s'insurge Nouy, lisant vaguement leur intention de le traîner sur un autre théâtre d'opération quelconque. Le temps presse, sieur Nouy, lui dit Atlan. Vous aurez des vacances un jour, mais pas maintenant. Ouais, quand faut y aller, fait Granger. Nouy pose son verre de Mahana sur la table de bambou. L'objectif est une planète du nom d'Incalia, lui explique Atlan. C'est le nom qui fut donné à la plus grande ville d'Atlantide il y a 17 000 de vos années opaliennes. Sa capitale est Incalaxia. Ce sera vrai cette fois, lui dit-il en faisant un geste d'apaisement avec ses mains. Pas de mise en scène. Nous serons attendus par l'architron des incédères d'Incalaxia. Son nom est Nezroth. C'est un Darkonis. Ah, les fameux reptiliens, lui dit Nouy. Des êtres escients, mais bruts. Leur technologie spatiale est antique, mais efficace. Nous évitons les contacts directs avec eux qui tournent souvent mal en raison de leur nature envieuse, pas toujours sous contrôle. La majorité des natifs d'Incalaxia sont d'Arconis, comme Nezroth, et sont dans notre camp. Mais on ne doit jamais baisser notre garde avec eux. C'est un peu l'histoire du scorpion et de la grenouille. Ils ne cogitradent pas, au passage. Qui d'autre sera là? Le vice-commandeur Joriel, Dame Éloine, l'architron Atlan, sieur Quentin, moi-même, en charge de votre sécurité, et 6 incédères, Nox. Dame Suzelle y sera aussi, et va demeurer à bord du navire en tout temps, avec 4 apélixiens. Et la mission? Demande-t-il, mais déjà plus serein que lors des précédentes sorties. Une de nos Viatrex, transportant du matériel extrêmement sensible, a dû être dissimulée sous l'eau pour éviter que son précieux contenu ne tombe aux mains des striges, dont je vous parlerai en temps et lieu. Nous sommes chargés de retrouver et de ramener ce Viatrex à bord. Le navire utilisé est un Polemos, un vaisseau qu'on pourrait qualifier de combat. Nous pourrions opérer de sorte que personne ne sache ce qui se passe, mais les Darkonis nous ont épargné le pire et ont protégé cette Viatrex, alors par courtoisie, nous les incluons dans le processus de récupération. En arrivant sur le pont d'envol, Nouy ne peut s'empêcher de lancer un « wow » retentissant. Devant lui, au centre, se trouve un vaisseau de près de 90 mètres de large, haut de 20 mètres, en forme de triangle, noir, mat comme l'espace, avec 3 protubérances extérieures intégrées sous la coque à des fins de détection, d'extraction, d'attaque et de défense en cas de pépin. Il devra demeurer invisible le plus longtemps possible aux yeux des Incaliens. Ah, ma grand-mère disait souvent qu'on n'ouvre pas un pot de confiture quand des abeilles sont dans les parages, confirme Nouy et Atlan acquiesce. Dès que Létis est dans le secteur d'Incalia, l'équipe monte à bord du Polemos et se dirige rapidement vers leur destination via 2 portails. Après quelques instants, ils sont en vue de la planète, un monde océanique, avec quelques pans de terre submergés, sillonnés par des eaux sur lesquelles naviguent des milliers d'embarcations. En poursuivant leur manœuvre orbitale apparaît l'équivalent d'un continent ayant la taille de la France, Incalaxia, avec sa très mauvaise réputation. Les Nox portent des combinaisons noires avec sur eux des objets qu'il n'a jamais vus auparavant. Sa pensée projette le mot armement. Aucun retour. C'est alors que le souvenir de Philaka le rend plus craintif. Mais il assure et ne dit rien. Chacun a son orbis, mais Solange n'a qu'un mot pour l'encourager. Avance. Ils sont maintenant tous à l'extérieur. Le Polemos est rendu invisible avec son pertulus de protection. Il est posé dans un champ d'herbe folle et jaunie, laissant visible un immense triangle d'herbe aplatie à jamais sur le sol. L'atmosphère est saine. C'est alors qu'une voix graisseyante attaque ses oreilles, donc non cogitradée. C'est ce Nezroth attendu. Nouy a le souffle coupé.
Mesurant un peu plus de 3 mètres, avec 10 fois plus de muscles que le champion du monde d'haltérophilie, sa peau est d'apparence métallique verte avec des reflets dorés selon l'angle de vision. Il porte une sorte d'armure sur son gigantesque poitrail et sur ses cuisses, faite d'un ensemble de métal noir et de cuir très épais, de couleur ocre. Il a un casque de même facture qui rappelle celui des Spartes et relevé sur sa tête, ce qui permet de voir le visage d'un reptile extrêmement intimidant. Sur ce coup-là, pense Nouy, je vais revoir ma définition du mot intimidant. Si nous descendons du singe, lui descend d'une espèce comparable au varan de Komodo, lui dit Quentin à voix basse. Ton don de me rassurer est une œuvre d'art, lui lance Nouy. Lennox et Maxime Granger agissent en tant que commandos. Nezroth les informe qu'ils vont passer par un champ de détritus déjà écumé par les striges, toujours en quête d'une trouvaille quelconque. Ils marchent pendant une dizaine de minutes et se retrouvent près d'un avidaire d'Arconis lenticulaire doté de protubérances ailées à l'arrière et gardé par les hommes de sa section, légèrement plus petits de taille que Nezroth. Ils portent de longs tubes métalliques à la taille, des armes sans doute, et surveillent non pas les environs, mais le ciel. Lors de leur vol, Granger les a briefés longuement sur l'éventualité d'une menace et que c'est du ciel qu'elle viendrait. Il vise ce dernier, bleu, où se dessine un soleil plus gros et plus pâle que celui de la terre et qui brille sans un seul nuage. Ils se mettent en branle et chemin faisant, Nouy apprend que Nezroth est l'architron des forces responsables de faire la chasse aux striges. Joriel fait signe alors à Nezroth qu'il est temps d'expliquer à son équipé ce que sont ces derniers. Il s'arrête et forme un demi-cercle autour de lui. C'est alors que Nouy, sans pouvoir justifier sa peur, sait ou sent que tout cela va très mal se terminer. Scrutant le ciel et l'horizon et jugeant qu'ils ne sont pas exposés, Nezroth renvoie son avidaire et leur fait signe, quand même, de se baisser et s'adresse en une langue inconnue, mais que les Norbis ont au fait de traduire en cogitradant à chacun dans sa langue, autant opalien, nox que mérian. Pour l'occasion, les Norbis sont entièrement intégrés à leurs vêtements pour ne pas inutilement attirer l'attention des Darkonis qui ignorent leur existence. Les striges existent depuis toujours sur Incalia et sur d'autres planètes du secteur. Pointant Quentin, qu'il a déjà rencontré, il explique que sur son monde, elles ont été retenues dans l'art grotesque, mais aussi dans la Grèce antique, comme étant des gargoules, devenues des gargouilles et des chimères. Quentin ne peut s'empêcher de frissonner, lui qui a toujours détesté ces bestioles en pierre sur les cathédrales gothiques de France. Nezroth poursuit. Les striges sont une espèce qui nous est cousine et dont l'ancêtre animal est plus près de votre caïman que du varan, comme c'est le cas pour nous. Ce sont des êtres dégénérés qui volent, trafiquent et tuent facilement, utilisant pour se déplacer de grands inèbres qui n'existent que dans ce systémisme. Les inèbres sont de grands mammifères volants, amphibiens, de très grande taille, plutôt filiformes, extrêmement agressifs et très rapides, comparables un peu à vos très anciens Basilosaurus marins. Sur Opalie, certains ont survécu un temps et sont à l'origine du mythe universel du dragon, d'une part, et de vos monstres lacustres. Nouy est blanc comme un linge. Il veut rentrer, rejoindre les Nox et ne pas aller plus loin. Finalement, le danger n'est pas si amusant qu'il le pensait. Il est terrifié, subissant un choc post-traumatique provenant de Philaka. Et Daméloine, le capitaine, pose une main sur son épaule et lui cogitrade. Tu n'es plus seul maintenant, et ce n'est pas un test, alors sois sans crainte. L'effet escompté fonctionne, il se détend. Mais Nezroth n'aide pas, et Daméloine renforce sa prise sur son épaule. Les striges chevauchent ces créatures ailées qui se nourrissent des victimes de ces inèbres. Comme votre vice-commandeur Joriel le sait, une vingtaine de striges ont réussi à dégager de son lien magnétique
un conteneur de l'un de vos Viatrex mal dissimulé par vos Nox, mais n'ont pas réussi à l'ouvrir. Par contre, il a été endommagé et il est urgent de s'assurer que les pièces à bord n'ont pas été affectées. Nous l'avons retrouvé et nous l'avons caché ailleurs. Catherine, le norbis de Quentin, qui ne se concentre que sur lui, capte une pensée ultra rapide et furtive, trahissant le fait qu'en réalité, les Darkonis non plus n'ont jamais pu l'ouvrir, et cogitrade à chacun, Nezroth ment sur les motifs de la restitution. Granger relève alors son arme par instinct, puis la repose sous la demande cogitradée de Joriel. Nous allons le récupérer maintenant pour que vous puissiez l'emporter, poursuit le Darkonis. Il vous appartient et nous tenons à conserver un lien de confiance avec Méria. Qu'il dit, cogitrade Maxime Granger à Joriel qui opine du chef, mais maintient le cap de la mission. Palabre terminée, Nezroth se redresse et tout en grognant quelque chose, s'adresse à son équipé, puis fait signe au groupe de le suivre. Revenu vers eux, le navidaire de Nezroth se pose et il monte à bord. Sa propulsion à réaction semble d'origine plasmique, si on en juge par les flammes bleues qui surgissent à l'arrière. Tous doivent d'ailleurs s'attacher adéquatement, le vol n'étant aucunement comparable à celui d'un navire mérian. En altitude, Nui observe avec fascination les constructions absolument magnifiques sous ses pieds. Voilà donc comment était la légendaire Atlantide. Incroyable. Tous les édifices sont immaculés, blancs comme en Grèce antique, mais les lignes sont de loin plus sinueuses et beaucoup plus complexes. Cet endroit est magique, lui dit Quentin. Je suis un admirateur des architectures les plus audacieuses et j'ai en tête les œuvres de Zaha Hadid à Vilnius qui sont similaires. De toute évidence, cette artiste lituanienne s'est inspirée d'Incalia dans son déconstructivisme le plus pur. Regarde, oui, il y a de grands boulevards et tout est complètement entouré, parcouru par d'immenses bassins d'eau. Nui ne peut s'empêcher de cogitrader ses doutes sur la capacité des Darkonis d'avoir construit tout cela. « Oh, ce ne sont pas eux les fondateurs, » lui répond Quentin. « Les Darkonis sont des envahisseurs, Nui. Ils s'imposent par le nombre. Les Incaliens, pacifistes d'origine, qui sont humains, cohabitent avec eux, non sans difficulté. Et Incalaxia n'est pas, pour cette raison, une destination très recommandée. Comme aller passer un week-end en Corée du Nord, ce sur quoi Solange acquiesce. Le navidaire amorce alors sa descente. Suite au prochain épisode.